Je me présente, Cindy Bertrand. Passionnée par la médecine chinoise, je me suis lancée dans cette médecine, tout d'abord pour mon entourage et moi-même, et finalement j'en ai fait mon métier. Depuis 2020, j'ai ouvert mon cabinet de médecine traditionnelle chinoise ici même à Saint-Affrique-les-Montagnes, après 5 années d'études à l'Académie Wang à Toulouse, et également des stages de perfectionnement en Chine et dans d'autres endroits de France. Bonsoir, moi je suis Caroline Lemonnier, je suis psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle. Je suis installée à Lavore depuis 14 ans maintenant. Donc j'ai d'abord fait un DUG de psychologie, ensuite j'ai fait une école de psychothérapeute qui s'appelle l'EFAPO, l'École française d'analyse psycho-organique. Et après je me suis spécialisée en psychogéné parce que moi j'adore la famille, c'est très intéressant, vous verrez. Et avec Cindy, on avait envie de faire une conférence toutes les deux parce qu'on s'est rendu compte que nos approches étaient très complémentaires. Et donc, on s'envoie des patients. Et c'est intéressant d'alterner le corps et l'esprit. C'est un peu de là qu'est venue cette idée de conférence à deux. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre une période difficile, émotionnellement parlant, et de le ressentir physiquement dans votre corps? Je vois quelques têtes me dire oui. Donc ça peut être le nœud à l'estomac, un poids dans la poitrine. Ça peut être aussi cette fameuse boule, vous savez, dans la gorge qu'on a du mal à avaler. En médecine traditionnelle chinoise, alors je vais dire MTC pour raccourcir le mot, on dit là où l'esprit va, le qi suit. Ce qui veut dire que nos émotions ont un impact direct sur notre énergie, notre qi, et donc notre santé. On répertorie 5 émotions, comme vous pouvez le voir ici, en médecine chinoise, et ces 5 émotions sont associées à 5 organes et leurs entrailles, ainsi qu'à 5 éléments. On voit le foie et son entraille, la vésicule biliaire, ont pour élément le bois. La grosse émotion qui est associée est la colère. Mais pour aller plus loin, on a aussi le sentiment d'injustice, on a les restants en travers de la gorge, les non-dits, les non-exprimés, parce qu'entre autres, le méridien du foie, je ne vais pas vous faire tout le circuit, mais passe par la gorge. L'élément suivant est l'élément du feu. Il correspond au cœur, au maître-cœur, à l'intestin grêle. Alors le maître-cœur n'est pas un organe en médecine occidentale, mais il correspond au péricarde. Son émotion est la joie et son élément est le feu. L'élément suivant, c'est l'élément de la terre, qui correspond à la rate, à l'estomac et au pancréas. Son émotion, c'est les soucis ou l'excès de réflexion. On poursuit avec l'élément du métal, qui correspond aux poumons et au gros intestin. Son émotion, c'est la tristesse, mais il y a aussi le lâcher-prise, la relation au corps physique et l'estime de soi. J'en passe, il y a d'autres émotions, mais je vous mets les plus grosses. Et enfin, notre dernier élément, et pas des moindres, c'est l'élément eau, et celui-ci va particulièrement nous intéresser. Il correspond à l'organe rein et son entraille, la vessie. Son émotion est la peur, les inquiétudes, les frayeurs, les phobies. Comme vous voyez, il y a un sens circulaire, il y a aussi des flèches qui vont l'une vers l'autre. Chaque élément, ils ont un lien tous l'un avec les autres. Je prends l'élément du bois qui correspond au foie et à la vésicule biliaire. Celui-ci monte vers l'élément du feu, vers le cœur. Dans la vie de tous les jours, il faut du bois pour alimenter un feu. C'est la même chose avec vos organes et vos entrailles. Si votre foie ou votre vésicule biliaire rencontre un dysfonctionnement parce que son émotion de la colère est en excès, par exemple, mais elle peut être aussi en insuffisance, elle va créer du coup un dysfonctionnement. Et comme l'élément bois est censé engendrer, on dit, ou nourrir l'élément du cœur, on va avoir des perturbations sur l'organe du cœur et ressentir peut-être des palpitations physiquement, etc., etc. Les flèches qui sont ici sont pour montrer aussi que certains, par exemple l'élément du poumon, va contrôler, c'est la loi Ke en chinois, il va contrôler l'élément du bois pour que celui-ci ne parte pas dans tous les sens, j'allais dire, et ça permet de tempérer.
On disait tout à l'heure que l'esprit était donc en lien avec le corps. Ce lien-là est permis grâce à l'interconnexion des 3 trésors. On appelle ça les Zhanbao en chinois. Ces 3 trésors sont le Jing, c'est l'essence vitale, le Qi, le souffle vital, et le Chen, qui correspond à l'âme, l'esprit. Nous, ce qui va nous intéresser pour ce soir, ça sera le Jing. C'est la quintessence de l'énergie vitale. Son idéogramme symbolise le potentiel invisible de croissance et de transformation, l'essence, le subtil. Alors je me suis creusé la tête pour essayer d'expliquer ça. J'ai expliqué ça à mon conjoint qui m'a dit « c'est un peu compliqué ce que tu expliques ». Donc j'ai quand même mis 2 ans pour apprendre toute la théorie, le grand fonctionnement de la MTC. Et là, il a fallu le faire en un temps record. Donc je vais essayer d'imager ça pour que ça soit le plus compréhensible possible. Imaginez que vous venez au monde et on vous donne, avec votre enveloppe corporelle, une batterie. Cette batterie, elle a 100% pleine et bien sûr, elle va se décharger. Comment ? Avec la respiration, en vivant des émotions, en marchant tout simplement. Donc, c'est comme un trésor très précieux et il faut éviter d'épuiser cette batterie trop rapidement parce qu'elle correspond aussi à votre énergie vitale, c'est-à-dire qu'elle s'épuise jusqu'à notre dernier souffle. Petite parenthèse juste pour la culture de votre corps, quand cette quintessence, cette essence, elle entre dans le nouveau-né, elle s'accompagne de l'âme corporelle, sensitive. Tout à l'heure, je vous ai montré la loi des 5 mouvements. Sans trop rentrer dans tous les détails, ça serait complexe. Chaque organe entraille a sa propre âme, selon les taoïstes. L'élément du poumon, c'est lui qui a l'âme corporelle et l'âme sensitive. Ce qui fait que c'est le lien au corps physique. Donc quand l'essence subtile rentre dans le nouveau-né, le po, en chinois, donc l'âme corporelle, rentre avec lui. C'est ce qui fait que l'on ressent les douleurs physiquement. Alors d'où provient le Jing, notre essence ? On a 2 sources. Elle est située ici, entre les 2 reins. Donc là aussi, en fonction des dynasties, pendant très longtemps, on a dit c'est le rein droit qui porte la quintessence. Les dynasties suivantes ont dit c'est le rein gauche. Et en fait, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit c'est entre les 2 reins. D'où l'image que vous aviez avant, qui était située donc au niveau des reins. Donc au niveau du Jing, on a le Jing inné, qui est hérité des parents. C'est l'essence prénatale, on appelle ça aussi le ciel antérieur. C'est le fruit de l'alchimie entre le Jing du père et de la mère. Là, on pourrait dire que ça représente notre ADN, scientifiquement parlant. C'est le fameux héritage, les fameuses mémoires aussi qui sont transmises. C'est par ce Jing inné qu'elles arrivent. Ensuite, nous avons le Jing acquis, qui lui est puisé à travers les aliments. La rate, l'estomac, va prendre le bol alimentaire et va en retirer le qi de ces aliments. Donc ça fait 2 sources d'énergie dans votre corps qu'il faut préserver. L'essence des reins conditionne du coup toute la vie de la personne, sa vitalité, longévité. Comme je vous disais, elle est déposée dans les reins et elle inclut donc l'aspect physique, émotionnel et spirituel. La qualité du Jing va dépendre de la vitalité des parents, leur état de santé, également l'environnement dans lequel ils vont vivre, l'alimentation qu'ils vont ingérer, mais pas que. Elle est aussi, il y a aussi la force affective qui peut affecter le Jing. Exemple, un couple veut avoir un enfant. Quelles sont les raisons ? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ? Ou on veut avoir un enfant pour sauver un couple ? Ou peut-être donner un frère, une sœur à l'enfant aîné. Toutes ces sensations affectives vont pouvoir se transmettre au nouveau-né par le Jing inné. Les expériences du coup vécues par les parents vont affecter le Jing. Blessures d'abandon, des traumatismes de l'enfance, des parents, je parle, de la violence, pauvreté, des guerres vécues
par les ancêtres qui se sont déjà transmises dans les genes de la maman. Tous ces traumatismes-là peuvent donc affecter le gene et rejaillissent sous forme d'empreintes. On a parlé d'une gene pour comprendre d'où venait donc cet héritage familial. Là, on va rentrer au niveau des courants énergétiques. Les méridiens. On a 12 méridiens principaux et on a 8 merveilleux vaisseaux. Les méridiens extraordinaires. Nous, on va s'intéresser à 3 essentiellement. Le Janmai, le Dumai et le Chongmai. Le Janmai, alors j'ai pas pu mettre tous les méridiens, mais est essentiellement situé sur le devant du corps. C'est la partie yin de notre corps. Et donc, à la matrice, il va porter les mémoires maternelles, les mémoires utérines et émotionnelles. Le Dumai, à son opposé, se trouve à l'arrière du dos. Il est associé donc au yang et il va porter les mémoires paternelles et les mémoires de structure. Enfin, le Chongmai, qui lui passe à travers tout le corps, on appelle ce méridien la mer du sang. Il est le siège des mémoires ancestrales et de notre propre destin, le Ming. Il contient du coup, le Chongmai, les mémoires ancestrales et existentielles profondes. Il n'y a pas de point particulier pour les méridiens extraordinaires, sauf pour le Janmai et le Dumai. Du coup, c'est vraiment une combinaison de points, on appelle ça d'ouverture, pour travailler le Chongmai, entre autres. Et donc travailler les traumatismes anciens. Ces méridiens extraordinaires ou ces merveilleux vaisseaux se mettent en place très tôt, dès l'embryogénèse. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Cindy. Est-ce que vous connaissez la psychogénéalogie ou l'analyse transgénérationnelle ? Alors, ça nous vient d'une femme qui s'appelait Anne Ancelin Schutzenberger, qui un jour s'est rendue compte, elle suivait une personne qui avait un cancer du sein. Et donc, elle allait la voir chez elle parce qu'elle était trop fatiguée pour se déplacer. Et un jour, elle arrive dans son salon et elle voit un grand cadre, une grande photo, et elle lui dit cette femme, elle est super belle, qui est-ce ? Et elle lui dit c'est ma mère, elle est morte d'un cancer du sein à 35 ans. Et la patiente, elle avait un cancer du sein et elle avait aussi 35 ans. Donc elle s'est dit tiens, c'est étrange. Donc Anne Ancelin, elle a compris qu'on avait des liens avec nos ancêtres. Et elle raconte ça très bien dans un livre qui est très connu, qui s'appelle Aïe mes aïeux, que je vous conseille si ça vous intéresse. Et elle dit qu'en fait, tous les traumatismes de nos ancêtres qui ne sont pas réglés se transmettent. Alors, ce n'est pas le traumatisme en lui-même qui se transmet. Si, par exemple, vous avez une grand-mère, une arrière-grand-mère qui est morte en couche, évidemment, vous n'avez pas vécu cette histoire. Mais peut-être que votre grand-mère va être triste d'avoir perdu sa mère, peut-être que votre père sera triste de la tristesse de sa mère, et peut-être que vous, la tristesse de votre mère va arriver jusqu'à vous. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui s'est mal passé chez les ancêtres. Ce que moi j'ai compris dans mon travail, c'est que les personnes qui viennent me voir, elles manifestent quelque chose. Elles manifestent un mal-être, elles manifestent un blocage. Et en fait, c'est comme si elles étaient, j'ai envie de dire, un peu téléguidées par l'ancêtre pour aller régler quelque chose. Parce qu'on ne peut pas régler une de ces problématiques sans passer, enfin en tout cas en psychogénéalogie on dit ça, sans passer par quelque chose qui s'est passé plus haut. Donc on va aller regarder, parce qu'on fait tous partie d'un système. Vous, dans votre famille, il y a tous les membres de votre famille font partie du même système. Donc ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, le père de vos enfants, et c'est aussi vos frères et sœurs, vos parents, vos grands-parents, vos oncles et tantes. Tous ces gens-là font partie d'un même système et vous êtes agi par ce système. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans ce système va plus ou moins vous impacter. Des fois, ça peut plus impacter votre frère, votre sœur, mais ça va quand même agir. Donc, c'est ce qu'on appelle, la psychogénéalogie, c'est ce qu'on appelle une approche systémique. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'accompagner une femme qui voulait aider ses filles, qui n'arrivait pas à concevoir des enfants, et j'ai jamais vu ces filles. Mais par contre, le fait de travailler avec elles, ça nous a permis de mettre en lumière des choses qui bloquaient la conception des enfants. Et cette femme,
elle venait me voir régulièrement. On travaillait sur sa famille, donc souvent sur ses parents, pour comprendre pourquoi ces filles n'arrivaient pas à concevoir des enfants. Et quand elle sortait de la séance, elle allait raconter à ses filles ce qu'on s'était dit. Et ça a marché. J'ai fait une conférence sur YouTube qui s'appelle Conception, qui raconte cette histoire. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que toute la famille, que ça soit donc cette femme, ses filles, mais aussi les parents, donc les grands-parents des jeunes femmes qui ont mis des enfants au monde, tout le monde était focalisé sur comment on va faire pour agrandir la famille. Et c'était très beau à voir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais vu les filles, donc c'est vraiment systémique. Ça veut dire que le fait que je travaille avec la mère a aidé les filles à concevoir des enfants. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On fait en fait des allers-retours je fais des allers-retours entre la personne qui vient me voir, qui a des problématiques dans sa vie aujourd'hui, et ce qui a pu se passer au niveau des ancêtres. C'est-à-dire que, par exemple, si une femme a du mal à concevoir des enfants, justement, je reviens sur cet exemple-là, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est mal passé dans les lignées au-dessus. Alors, est-ce que ça peut être une femme qui est morte en couche? Donc, dans ces cas-là, il y aura des émotions dont je vous parlerai plus tard. Ça peut être aussi des enfants qui n'ont pas été élevés par leurs parents, c'est une cause de stérilité. Ça peut être des conflits dans les couples. Ça peut être des enfants qui sont morts très jeunes et qui ont laissé des traumas. Donc, dans ces cas-là, on a peur de faire des enfants. Donc, les ancêtres récupèrent, les descendants récupèrent ça. Et mon travail, c'est d'aller faire des liens entre ce qui s'est passé il y a peut-être 50, 60 ans et ce qui se passe aujourd'hui. On dit en fait que la personne qui vient me voir, elle est intriquée. Intriquée, c'est ça en fait. Ça veut dire elle est accrochée avec l'ancêtre. Et donc l'idée, c'est vraiment de décrocher ça. Alors c'est un peu une enquête familiale, bien sûr, mais c'est intéressant. Je mène l'enquête. Donc on va aller voir, quand on fait cette enquête, on va aller voir les différents contextes. Donc vous avez des différents contextes selon, évidemment, votre histoire familiale, donc l'histoire de vos parents, bien sûr, votre contexte familial. Est-ce que vous arrivez l'aîné ou est-ce que vous arrivez le deuxième, le troisième? Est-ce que vous êtes un garçon et vous avez 3 sœurs, donc ça fait quand même 3 enfants qu'on vous attend, donc vous êtes un enfant roi, parce que vous êtes très attendu. Ou est-ce que, par exemple, vos parents ont eu du mal à vous avoir et ils ont mis 10 ans à vous avoir, donc évidemment, ils sont super heureux. Ou est-ce que vous êtes le 6e et que votre mère, elle a fait 6 enfants en 8 ans et elle en a un peu marre de faire des enfants tous les ans? Ça, c'est un peu votre contexte d'arrivée. Ça, c'est très intéressant d'aller regarder ça en psychogénéalogie. Moi, je le fais beaucoup, par exemple, avec les mamans qui ont des problèmes avec leurs enfants, parce que c'est un peu comment on arrive sur Terre, et ça, c'est vraiment intéressant d'aller regarder. Il y a aussi, bien sûr, le contexte social. Dans quelle famille on arrive? Est-ce que c'est une famille où il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a une famille où c'est plus difficile? Ça peut aussi être... il y a un contexte culturel, il y a un contexte religieux. Bien sûr, c'est pas pareil si on est en Inde ou si on est en France ou si on est en Afrique. Donc ça aussi, ça a un impact. Il y a bien sûr aussi un contexte historique. Naître pendant la guerre, c'est pas facile. Naître pendant le Covid, c'était pas facile non plus. Et donc c'est tout ça qu'on va regarder et c'est tout ça qui va un peu impacter votre vie. En psychogénéalogie, on parle de transmission. Donc, il y a les transmissions conscientes. Les transmissions conscientes, ça va être, par exemple, votre père ou votre mère vous a donné votre nom. Ça, c'est une transmission consciente parce qu'ils vous ont reconnu, ils ont fait un acte. Il peut y avoir une transmission de biens. Vous pouvez avoir récupéré une maison par héritage, par exemple. Il peut y avoir une transmission qui est moins consciente, mais qui est quand même consciente, c'est-à-dire vous pouvez avoir une caractéristique physique. Moi, dans ma famille, on est tous grands, parce que mes parents étaient grands, donc on est tous grands. Il y a juste ma sœur on dit la petite Zaza, parce qu'elle fait qu'1m68, et pour nous, 1m68, c'est petit. mais elle est grande quand même. Et donc, ça, c'est les transmissions conscientes. Après, votre mère peut vous avoir appris à faire du vélo, ou à jardiner, ou votre père. Et ça, c'est aussi une transmission consciente, parce qu'elle va vous montrer, elle va vous expliquer comment faire. Ça, c'est une transmission consciente. Donc ça, c'est super, c'est bien si vous pouvez les lister, si vous pouvez en avoir conscience et remercier vos parents pour ce qu'ils vous ont transmis. Ça peut aussi venir, bien sûr, des grands-parents, quand les grands-parents gardent les enfants pendant les vacances.
Et les transmissions inconscientes, ça va être plutôt traumatique. C'est ça qui va nous intéresser en psychogénéalogie et qui va générer des émotions, parce que c'est souvent par les émotions que tout se transmet. Et c'est un peu le but de cette conférence d'ailleurs. Donc ça peut être par exemple une femme qui voit sa meilleure amie se noyer, et ben elle va avoir peur de l'eau, et quand ses enfants vont grandir, dès qu'ils vont s'approcher de l'eau, elle va avoir les mains moites, la respiration un peu coupée, elle va sentir qu'elle n'est pas très à l'aise, qu'elle est inquiète. Et ça, c'est une transmission inconsciente. Et l'idée de la psychogénéalogie, c'est vraiment d'aller lever ces blocages-là. La transmission, elle se fait par la place. De fait, vous êtes en lien avec tous les gens qui sont à la même place que vous dans votre fratrie. C'est-à-dire que si vous êtes l'aîné, vous êtes en lien avec tous les aînés, que ça soit dans la fratrie de vos grands-parents, de vos parents, dans votre propre fratrie, bien sûr, mais dans la fratrie de vos enfants, de vos cousins, de vos petits-enfants. Donc la place, c'est important. Évidemment, quand on regarde les places, il faut aussi compter, si vous en avez connaissance, les avortements, les fausses couches, parce que ça, c'est important. On peut être en lien par le prénom. Vous portez le prénom de votre marraine, de votre grand-père, d'un ami de la famille, et ben vous êtes en lien avec cette personne parce que vous avez le même prénom. Alors après, il y a des prénoms qui sont en lien, même si on ne dirait pas comme ça. Par exemple, Sacha et Alexandre, Caroline et Charles, Aline et Alain. On dit aussi en psychogénéalogie, par exemple, quand tu as Pierre, cherche Paul. Donc souvent, ça, c'est en lien. Donc le prénom aussi, c'est souvent ce qu'on regarde en psychogénéalogie. On va aller regarder les prénoms qui nous parlent, par exemple, des enfants morts dans l'arbre. Il y a par exemple le prénom Jean, parce que Jean, c'est l'anagramme de Ange. Donc c'est l'histoire des enfants qui n'ont pas vécu. Ça peut être aussi René, parce que ça fait penser à la Renaissance, ou Sylvie, parce que Sylvie, par exemple, tout ça, c'est des prénoms en lien avec les enfants qui n'ont pas vécu. Après, il y a les dates. Donc, vous pouvez être en lien avec les gens qui sont nés autour de votre anniversaire ou autour de votre date de conception. Vous pouvez aussi être né, par exemple, pas loin de la mort de votre grand-père, par exemple. Ça vous met en lien directement avec lui. Donc tout ça, c'est des indices que nous donne l'inconscient familial pour aller un peu faire l'enquête dans votre famille. Et aussi, ce qu'on va regarder, c'est les situations qui sont quelque peu problématiques, traumatiques, et aussi les répétitions, tout ce qui se répète. Donc il y a plein de façons de répéter des choses. Par exemple, un père absent, il peut être absent de plein de façons. Il peut être absent parce qu'il n'est jamais à la maison. Il peut être absent parce qu'il est malade. Il peut être absent parce qu'il est décédé jeune. Il peut être absent parce qu'il travaille à l'extérieur. Et donc on va aller regarder ce qui se répète dans l'arbre et ce qui est traumatique. Voici les 6 familles que j'ai pu observer avec les différents patients avec qui on a travaillé du coup ces mémoires et qui ont engendré des douleurs physiques et émotionnelles. Donc j'ai essayé un peu de rassembler voilà, celles qui me semblaient les plus remontées. Donc on a la famille en lien avec les pertes et les deuils, les fausses couches, les IVG, les absences de lait maternel quand la maman ne peut pas donner de lait, les traumatismes de violence des enfants battus, les guerres, les bombardements, la cruauté d'un parent, la violence sexuelle, l'inceste. On a aussi la famille des exclusions et des secrets, les secrets de famille avec la honte. Donc ça aussi, on le travaille à travers les mémoires. L'enfant caché, la non-reconnaissance. La famille en lien avec tout ce qui est maladie, et j'ai parlé de fragilité, quand on est anorexique ou qu'il y a des difficultés pour l'accouchement. Parfois, quand on discute avec les gens, que j'ai déjà eu une jeune femme, elle me dit ma mère aussi a mis du temps. Et du coup, elle remarque que sa sœur également, elle aussi. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se transmet. La famille en lien avec les exils et les déplacements. Les fuites forcées, quand on doit se cacher, les jugements militaires. Et enfin, les mémoires collectives. C'est tout ce qui est transmission émotionnelle, les prisonniers de guerre, les gazés aussi, les ancêtres morts noyés par maladie. Chacune de ces familles, pour les travailler, on va donc toujours revenir à notre roue des 5 éléments et travailler l'organe et l'entraille qui va avoir un impact sur la mémoire. Les mémoires collectives se regroupent
se retrouve dans les 5 éléments. On retrouve les maladies et les fragilités en lien avec le cœur, l'exil, déplacement, exclusion secret, plutôt avec la rate, l'estomac et le pancréas. Perte et deuil, on éprouve de la tristesse, donc avec l'élément du poumon. Traumatisme de violence qui peuvent entraîner souvent l'émotion de la colère, plutôt du coup avec la vessie, le rein, également le foie, pour les peurs que ça peut engendrer. Alors, moi, je vais commencer par vous parler de la tristesse. Donc, la tristesse, ça vient sûrement souvent d'un sentiment d'abandon durant l'enfance. Ça peut aussi être, ça peut bien sûr venir des ascendants, pardon. Par exemple, si une femme elle perd son fils à la guerre, elle va être triste. Si une femme ou même un homme perd un de ses parents très jeune, évidemment, ça crée. C'est des situations traumatiques qui vont générer des émotions qu'on va retrouver. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas le traumatisme en lui-même qui se transmet, c'est plutôt l'émotion qui est liée à ce traumatisme. Donc, il peut y avoir aussi, par exemple, des enfants qui sont conçus hors mariage. Bon, maintenant, c'est assez courant, donc c'est pas très gênant, mais il y a quelques temps, c'était assez difficile parce que ça a donné un problème de légitimité. Bon, déjà, je vous parlerai de la honte un peu plus tard, mais il y avait un peu un sentiment de honte pour les femmes qui concevaient des enfants hors mariage. Et souvent, dans la tristesse, il peut y avoir un sentiment d'abandon, et ce sentiment d'abandon, on peut le retrouver, ça fait comme une sorte d'insécurité existentielle, et ça, on va retrouver dans l'arbre des métiers en lien avec l'État. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est mal passé dans le familial se répare dans le social, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui a été traumatique dans le familial va se réparer au niveau de la profession. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, trouver, je ne sais pas moi, une femme qui a perdu sa maman très jeune, qui va prendre un magasin de puériculture pour soigner les enfants comme elle aurait voulu qu'on la soigne, par exemple. Ou des éducateurs spécialisés qui vont éduquer d'autres enfants parce qu'eux, ils n'ont pas été très bien... Ils ont souffert d'un manque éducationnel, par exemple. Et les métiers en lien avec l'État, c'est des métiers où il y a la sécurité de l'emploi. Donc ça donne une certaine sécurité intérieure. Donc dans la tristesse, les deuils non faits, c'est vraiment un gros sujet en psychogénéalogie. On appelle ça les mal-morts, c'est-à-dire les gens qui sont morts de façon brutale, inattendue. Et c'est ça qui crée comme un choc émotionnel et qui va perdurer dans l'arbre. Alors ça peut être quelqu'un qui tombe du toit, ça peut être une opération qui se passe mal, quelqu'un qui ne revient pas de la guerre, un enfant qui meurt de la tuberculose ou d'une autre maladie. C'est souvent des grosses sources de stress aussi et de tristesse. Il y a par exemple les femmes qui meurent en couche aussi, parce que souvent quand les femmes elles accouchent, elles ne sont pas censées mourir, elles sont jeunes la plupart du temps. Et ça crée de la tristesse et souvent de la dépression. Et la dépression, on la voit beaucoup, elle se transmet de femme en femme souvent. Moi j'ai souvent vu dans les arbres des dépressions qui se transmettaient de mère en fille. Et donc l'idée c'est vraiment de remonter le plus haut possible. Alors des fois, ça peut être que 3-4 générations, mais si on remonte à l'origine, ça aide pour guérir toutes les femmes qui suivent, les femmes de la lignée. Il peut y avoir aussi la perte d'un parent, c'est pas forcément la perte physique, ça peut être au moment des divorces, par exemple, il y a des conflits de loyauté, ça met les enfants dans une sorte d'impossibilité, et ça génère de la tristesse parce qu'ils sont un peu coupés en deux. Il peut y avoir aussi une mésentente avec un parent, surtout quand Moi, je l'ai beaucoup vu dans les arbres quand les enfants prennent en grandissant, jeunes adultes, ils prennent des décisions, ils ne sont pas toujours d'accord avec leurs parents. On le voit beaucoup, par exemple, quand ils ont le même métier, ils n'ont pas la même façon de voir ce métier. Il y a un conflit générationnel qui peut amener soit de la tristesse, soit de la colère, et des conflits aussi.
Et il peut y avoir aussi des ruptures dans le clan, c'est-à-dire qu'on ne veut plus voir les membres de sa famille. Ça arrive aussi. Alors on poursuit avec l'émotion de la tristesse, mais vue par la médecine chinoise. Du coup, quand la tristesse elle est prolongée, le chagrin, les deuils non résolus vont du coup entraîner un dysfonctionnement sur le qi du poumon et son entraille, le gros intestin. Donc on peut ressentir de l'essoufflement, on va pouvoir attraper, on va être moins imperméable aux infections, puisque je vous rappelle que l'âme corporelle est en lien avec le poumon, donc le lien physique. On peut ressentir aussi de la fatigue et être émotionnellement plus sensible. Alors j'ai voulu montrer un peu comment le travailler. Alors c'est un protocole type, mais bien sûr qu'à chaque fois quand la personne elle vient, tout va être adapté par rapport à son bilan énergétique. Il y aura effectivement la mémoire à travailler, mais on va quand même regarder sa langue, son pouls, pour voir son état énergétique à lui. Donc on va travailler de manière somatique au début, en faisant le balayage de l'élément du métal, le poumon et le gros intestin. On va repérer les pertes, les nommer. Et ensuite, on va relancer l'axe du poumon. Donc là, je ne vais pas vous citer tous les points qu'on travaille. Ça, c'est un choix qui se fait en fonction donc, du bilan. On associe toujours, on fait ce pont entre le corps et les émotions, l'esprit. Où va se situer le chagrin? Est-ce que ça va être une oppression sur la poitrine? Est-ce que ça va être la boule dans la gorge? Tout ça va nous donner des indications pour savoir quel méridien, en plus du méridien du poumon, on va travailler pour libérer ces mémoires. On retrouve nos éléments, le métal et l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le petit cercle, le métal c'est le poumon. Le poumon nourrit l'élément de l'eau, c'est-à-dire le rein et la vessie. J'utilise souvent le méridien de la vessie qui est donc dans le dos sur la partie yang pour faire partir par les sphincters. Et je dis aux gens, le premier pipi se fait en conscience. Ça en va par la voie des urines, ce qu'on ne veut pas garder. Et ça permet comme ça de ne pas épuiser, j'ai mis permettre aux larmes de laver sans épuiser. Comme ça, la personne triste, elle peut pleurer, mais elle n'épuise pas son chi vital. Le fameux jing, vous vous souvenez, notre petit trésor qu'il ne faut pas épuiser, notre batterie qu'il ne faut pas décharger trop rapidement. Ensuite, on va réattacher la personne à son vivant, le pot, l'âme corporelle. Donc, on va travailler avec l'inspire et l'expire. On va inspirer le renouveau, expirer ce qu'on ne veut plus garder. Et on va soutenir l'élément du métal et de la terre. La terre qui correspond à la rate, l'estomac, le pancréas. Pourquoi la terre? Parce qu'il y a une question de digestion. La rate et l'estomac, pancréas vont aider à digérer le bol alimentaire, mais elle aide aussi à digérer les émotions et donc tout ce qu'on a fait partir. Alors, une des émotions qu'on retrouve souvent, évidemment, c'est la peur. Alors, la peur, ça se transmet très facilement. Hein. Je pense que c'est une des émotions avec la colère qui se transmet vraiment facilement. Ça peut être un sentiment d'abandon dans l'arbre quand on sent que ses parents sont pas, qu'on se sent peut-être mal aimé ou qu'on vit quelque chose de traumatique à la naissance d'un frère ou d'une sœur, par exemple, ça peut être ça. C'est une émotion aussi, bien sûr, qui peut venir des ascendants, c'est-à-dire on n'est pas loin encore des deux guerres et il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de perdre leurs enfants à la guerre. Et quand on vit avec la peur pendant longtemps, on la garde un peu à l'intérieur de soi. Et donc, on peut aussi le sentir quand la maman attend un enfant et qu'elle a peur parce que, par exemple, elle a perdu un autre enfant avant. Elle va être vigilante et puis elle va être inquiète. Et l'enfant, en fait, dans le ventre de sa mère, il va sentir cette peur-là. Et on peut la retrouver même à l'âge adulte, en fait. Ça me fait toujours rire quand j'entends les gens qui disent « Tu m'appelles quand t'es arrivé ». Parce que ça, c'est vraiment une mémoire d'accident. Et ça arrive encore très souvent. On dit « Ah, tu m'enverras un SMS pour me dire que t'es bien arrivé ». C'est vraiment ça. C'est vraiment la peur dans les arbres.
c'est des grands traumatismes en fait. Moi, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise, qu'est-ce qui vous fait peur, ou qu'est-ce qui vous dérange. Alors des fois, ça peut être par exemple, je ne sais pas, le mois d'août, c'est difficile pour vous, vous ne savez pas pourquoi, ou votre fille, elle s'en va, à chaque fois que votre fille, elle sort, vous vous inquiétez. Ça peut être des petites choses comme ça, ou à chaque fois que vous allez chez le médecin, ou à chaque fois que vous écoutez les nouvelles. C'est intéressant de regarder qu'est-ce qui vient vous impacter en fait. Et donc, je vous ai listé là un peu toutes les peurs qu'on peut avoir. Alors, bien sûr, il y a les peurs d'enfant, peur du noir, peur de s'endormir seul, peur d'être abandonné, bien sûr, ça revient souvent, peur des accidents de voiture, parce qu'il y a des mémoires d'accidents. Il y a aussi des maladies qui se transmettent, donc on a peur d'être malade, ça c'est sûr. Peur d'être stérile, ça c'est souvent quand il y a des mémoires de femmes qui ont du mal à avoir des enfants, qui n'ont pas eu d'enfants, qui en ont souffert, ou qui ont eu des accouchements difficiles, ou des enfants qui sont morts petits. Alors toutes ces émotions dans l'arbre, elles sont là, parce que vos ancêtres ont vécu des choses. Et l'idée de la psychogénéalogie, c'est d'aller rechercher et d'aller voir voilà, qu'est-ce qui est encore actif et qu'est-ce qui est encore en lien avec votre problématique à vous. Parce qu'on ne fait pas du tourisme transgénérationnel. Moi, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, des allées et venues entre vous, votre vie à vous et la vie de vos ancêtres. Et pour essayer de faire des liens, et plus vous arrivez à délier des choses de vos ancêtres, et plus vous arrivez pour vous aussi à aller mieux. Alors, au niveau des émotions, je finirai avec la peur, pas parce qu'on ne peut pas travailler les autres émotions au niveau des mémoires, mais parce que vous avez vu, bon voilà, si on passe tous les éléments, je pense que le principe c'était surtout de comprendre d'où venaient ces mémoires et comment on pouvait les travailler, avec quels outils. Alors je n'ai pas tout cité, je parle de points d'acupuncture, je parle des méridiens, mais on a aussi le qigong thérapeutique, on a les huiles essentielles qu'on peut utiliser en complément sur des points d'acupression, on a le Hanmo Tuina qui est une des techniques de la médecine chinoise aussi, où on travaille les méridiens avec des points d'acupression. Voilà, donc si on a compris le gros principe, c'est pour ça que je termine avec l'émotion de la peur, mais voilà, la colère peut se travailler, la honte, la culpabilité, toutes ces mémoires-là peuvent aussi donc se travailler en médecine chinoise. Donc pour ce qui est de la peur, on sera avec le qi du rein, l'énergie du rein et de la vessie. Peur, frayeur, les inquiétudes, les angoisses, l'anxiété sont traitées entre autres avec l'énergie du rein qui est l'élément de l'eau. Donc pareil, le balayage somatique où on va nommer du coup les peurs, les inquiétudes. Là j'ai mis rassurer le rein parce que bon, j'aime beaucoup venir travailler le Mingmen que je vous ai montré qui était au milieu parce que justement quand on fait remonter ces peurs-là, on peut avoir des réactions très fortes au niveau du corps. J'ai des gens qui comme convulsent, en fait, avec des gros tremblements, des sensations de gorge, voilà, comme s'ils s'étouffaient. Et donc, c'est assez impressionnant. Donc, j'ai des gens qui sont vraiment tétaniques ou même des crises de tétanie. Donc, pour éviter que ça soit trop fort au niveau de la sensation du corps, je viens souvent réchauffer de chi à chi, j'allais dire, nos deux âmes se connectent, je ne sais pas comment le dire autrement, en mettant les mains sur le Mingmen. Et la chaleur va venir adoucir et rassurer le chi du rein. Comme ça, on n'est pas dans l'insécurité et on ne perd pas notre ancrage aussi. Parce que l'ancrage, c'est l'énergie du rein, mais c'est aussi notre énergie, l'énergie de la rate, mais c'est aussi notre énergie du rein. Toujours notre pont entre l'émotion et le corps. On interroge la personne où va se manifester les peurs. Les incontinences, les énurésies pour les enfants, des douleurs lombaires, puisque le rein est en lien avec le dos, donc tous les gens qui ont des problèmes de lombalgie, les lombaires, tout ça, on se questionne. On a peut-être des peurs, conscientes ou inconscientes. On va travailler aussi le souffle du ciel. Quand je parle du souffle, c'est l'ancrage du chi, toujours au travers du poumon, parce qu'on n'oublie pas ce lien avec le corps physique. Donc le poumon, toujours à travailler pour associer le corps et l'esprit. Digérer les émotions, donc on évacue par le Sanjiao. Le Sanjiao, c'est en français, c'est le triple réchauffeur. C'est comme si votre corps était séparé en 3 parties. Réchauffeur supérieur, réchauffeur médian, réchauffeur inférieur. Il faut qu'il y ait une liaison, une communication entre ces 3 parties du corps.
pour que tout circule correctement. Et là, ça permet de laisser descendre du coup la charge, la surcharge de ces émotions-là. Transformation, élimination du trouble, toujours par le méridien de la vessie. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce méridien-là, comme ça, toujours pareil, par les urines, on dégage tout ça. Et enfin, on vient réchauffer le Tchen, l'âme, l'esprit et le cœur, pour que le corps physique, le cœur et l'âme soient en harmonie. On relance la communication entre l'énergie du rein et du cœur. Cette communication, elle est permanente. Parce que dans le rein, on a le Jing, vous savez, ce petit trésor dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment ce qui caractérise notre vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est sur notre chemin de vie. Donc il faut qu'on soit en accord avec notre cœur pour qu'on soit aisé sur notre chemin de vie. Donc les deux doivent communiquer en permanence. Le chi du rein descend au chi du... Pardon, le chi du cœur descend au chi du rein et le chi du rein monte au chi du cœur. Cette communication doit rester et on s'assure de la remettre en mouvement. Parce que parfois, la peur peut bloquer le chi du rein et donc on a cette communication-là qui ne s'effectue plus. Dans ce protocole-ci, même si je travaille la positivité avec chaque émotion, chaque mémoire en lien avec l'émotion, j'aime vraiment mettre l'accent ici sur la transmission positive. On peut transformer le Jing, ça c'était peut-être une de vos questions. Est-ce qu'une mémoire, voilà, on se dit mince, elle est négative, est-ce qu'on peut la transformer en positivité? Oui, parce que du coup, par exemple, la peur, si vous l'avez reçue de manière transgénérationnelle, héritée, vous pouvez aussi la transformer et du coup développer du courage. Donc ça, c'est plutôt quand même positif. On harmonise avec les 5 souffles. Là, le rein, comme il est au cœur, c'est notre énergie vitale. Il faut qu'il soit en lien avec les 5 éléments. Donc c'est un travail qu'on peut faire en Qigong ou en respiration sur la table, où je vais activer plusieurs points pour remettre en circulation notre fameuse roue des 5 mouvements. Et rituel de gratitude, voilà, on a reçu de nos ancêtres des forces et pas seulement des fardeaux. On peut se remercier à nous de ce travail, parce que c'est pas évident, de faire face à des émotions comme ça, même celles qui nous appartiennent, j'allais dire, il faut quand même un certain courage, donc en gratitude à nous et à nos ancêtres aussi pour ce qu'ils nous ont transmis. Oui, alors, là j'avais mis quelques, voilà, pour aller plus loin, alors pas forcément lié avec la médecine chinoise, mais un peu de scientifique pour ceux qui sont dubitatifs. Voilà, avec, j'ai parlé de Rachel Yehuda, qui est psychiatre, et elle avait fait des études qui ont permis, voilà, de prendre conscience que les femmes enceintes transmettaient certaines formes de stress à leurs enfants. Un biologiste cellulaire aussi, qui a pu prouver que notre ADN était influencé par les pensées, les croyances et les émotions. Un psychothérapeute, voilà, qui évoque la répétition d'un traumatisme repose sur une loyauté inconsciente. Alors, avant de commencer sur la colère, je voulais vous raconter une histoire. J'ai une femme, un jour, elle vient me voir et elle me dit, voilà, mon père est en phase terminale de cancer du cerveau à l'hôpital. Il devrait, selon les médecins, il aurait dû mourir depuis au moins 1 an. Et ça fait 1 an qu'il est dans son lit, qu'il ne parle pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas. Et voilà, il n'a plus de vie, mais il ne meurt pas. Et les médecins ne savent pas pourquoi. Elle me dit, est-ce que vous pouvez regarder? Et donc, j'ai été voir dans son arbre. Et souvent, ce que je fais, moi, c'est que je vais voir la génération d'au-dessus. Parce que souvent, on est héritier de quelque chose. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avec votre grand-père paternel, donc le père de votre père? Ah, elle me dit, mon grand-père, il était amoureux d'une femme. Il est parti à la guerre, il lui a demandé de l'attendre, et quand il est revenu, elle s'était mariée à quelqu'un d'autre. Ah, je lui dis, cherchez pas plus loin. En fait, votre père, il a récupéré la colère de son père. Donc je lui dis, vous rentrez chez vous, vous écrivez une lettre à votre grand-père en lui disant, je comprends que ça a été difficile pour toi, mais c'est pas à mon père de porter ta colère, donc je te la rends, t'en fais ce que t'en veux, tu la jettes à l'univers, tu la transformes en gratitude. Mais s'il te plaît, aide-moi à débarrasser mon père de cette colère qui t'appartient. Et je lui dis, après, vous allez voir votre père et vous lui dites qu'il veuille bien lâcher la colère de son père et que ça va l'aider. Et moi, je n'ai pas eu de nouvelles pendant 2 mois.
Et au bout de 2 mois, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Le 8 décembre, je suis sortie de chez vous. J'ai été écrire une lettre à mon grand-père paternel. Ensuite, le lendemain, je suis allée voir mon père à l'hôpital. Je lui ai raconté que j'avais écrit une lettre à mon grand-père. Et je lui ai dit qu'il lâche cette colère, que ce n'était pas la sienne. Et qu'il veuille bien partir en paix, que ça serait bien pour tous, enfin qu'il s'autorisait à partir. Et elle m'a dit le lendemain, il a fait la paix avec ma mère, avec qui il était beaucoup en conflit. Il est tombé dans le coma et 6 jours après, il est décédé. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'une colère, ça peut nous activer au point de même pas pouvoir mourir tranquillement, quoi. Alors les colères, ça peut être des choses que nos ancêtres toujours ont mal vécues. Alors là, c'était un exemple, mais ça peut être une trahison amoureuse, amicale, professionnelle, bien sûr, quelque chose qu'on n'a pas eu. Enfin, vous savez ce que c'est les colères, je pense que vous en avez souvent, tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement. Ça peut venir aussi d'un sentiment de ne pas être pris en compte, de ne pas être assez aimé, ou quand il y a des préférences dans la fratrie aussi, dans un sentiment de rejet ou d'abandon, souvent. On le voit beaucoup dans les fratries. On peut se sentir abandonné par un proche, notamment quand il y a des ruptures familiales. Dans les divorces, par exemple, on voit beaucoup un des parents qui disparaît. Et donc pour les enfants, c'est difficile. Un sentiment d'injustice. Les préférences dans les fratries, bien sûr, ça crée aussi beaucoup de colère. Quand un couple se marie et que les parents ne sont pas trop d'accord, souvent les enfants ne sont pas trop acceptés par leurs grands-parents. Et ils voient très bien, alors contrairement à l'idée reçue qui est que les enfants ne voient rien, les enfants voient tout. Et les enfants souffrent de beaucoup de choses. Et notamment, chez leurs grands-parents, ils voient bien s'il y a des préférences avec leurs cousins. Et ça peut être ça peut aussi apporter de la colère. Évidemment, les spoliations d'héritage. Quand chez le notaire, on règle ses comptes, souvent, il y a beaucoup de colère qui peut sortir. Et c'est souvent aussi en lien avec l'enfance. Quand on règle ses comptes chez le notaire, c'est souvent en lien avec ce qui s'est passé dans l'enfance. Bien sûr, tout ce qui est agression, rupture, maltraitance, inceste, évidemment, ça va générer beaucoup de colère. Dans les arbres, il y a 2 choses qui sont très difficiles à voir. C'est les vocations contrariées. Vous vouliez être ingénieur et votre père vous a dit « Ah ben non, tu seras... je sais pas, je peux pas payer tes études, tu vas faire autre chose, tu seras instituteur ou tu seras jardinier. » Bon. Et bien ça, quand on ne fait pas un métier qu'on aime toute sa vie, ça laisse des traces. Et ça laisse surtout des traces par rapport à la vocation ou la carrière des descendants. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est jeune, on est impacté, encore influencé par l'éducation qu'on a reçue de ses parents. On a encore les valeurs de ses parents. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie, qu'on fait ses expériences, on lâche les valeurs parentales et on acquiert ses propres valeurs. Avec l'inconscient familial, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au début de sa vie, on est très impacté par les blessures de nos parents. Et si notre mère voulait être médecin, on va peut-être essayer d'être médecin pour faire comme elle. Tiens, maman, il y a un médecin dans la famille. Ou si elle n'a pas épousé l'homme qu'elle voulait. Ou si, par exemple, j'avais ça aussi une fois. C'est une femme qui a épousé un homme parce que qui avait le même prénom que son grand-père pour que sa mère ne soit plus triste d'avoir perdu son père. Bon, évidemment, ça ne marche pas, hein. Mais l'inconscient familial nous agit pour qu'on puisse réparer des choses dans l'arbre. Et ça, c'est au niveau vraiment inconscient familial que ça se joue. Et c'est presque pas une décision réfléchie, j'ai envie de dire. Et donc ça peut générer de la colère. Et aussi, en vieillissant, on se rend compte qu'on a fait des choix qui étaient plutôt des choix en lien avec nos parents, nos grands-parents pour réparer des choses. Et après, on va changer, on va se reconvertir, on va divorcer. Et c'est comme ça aussi qu'on répare l'arbre, mais aussi qu'on s'en détache.
Je voulais vous parler aussi de la honte, parce que la honte, c'est très important dans l'espace familial. La honte, c'est souvent en lien avec un acte qui est coupable ou une situation honteuse. Alors, il y en avait plus avant que maintenant. Bon, il y en a encore, hein, mais avant, l'homosexualité, c'était honteux. Avorter, c'était coupable parce que on pouvait très bien aller en prison si on avortait. Avoir une histoire hors mariage aussi, ça c'était honteux. Il y a les émotions qui sont liées avec le secret, voilà, c'est beaucoup la honte et beaucoup la culpabilité. Alors à chaque fois que c'est souvent dans l'intime que ça se joue, tout ce qui est secret de filiation, tout ce qui a rapport avec la sexualité, évidemment c'est honteux et les gens n'ont pas trop envie d'en parler. La honte, c'est vraiment une émotion qui colle à la peau et qui vient parler un peu du regard qu'on peut avoir sur nous. Il y a une sorte de conspiration du silence, évidemment en lien avec la honte, parce qu'on ne va pas dire quand on a fait quelque chose de détestable ou de difficile. Il y a bien sûr tout ce qui est en lien avec la guerre, que ce soit la trahison, la désertion, et tout ce qui est évidemment contre la loi, c'est-à-dire les assassinats, les vols, les viols. Tout ça, ça va générer de la honte et ça va rester longtemps. Et avec la honte, il y a aussi les adultères, les secrets de filiation, les abandons d'enfants, les avortements. Et on ne va pas en parler de tout ça, donc ça va rester un peu secret. Il y a aussi les maladies. Il y avait les maladies comme la syphilis, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour un peu lutter contre la honte ? Eh bien, souvent, dans les arbres, on voit qu'il y a un souci du qu'en dira-t-on. On essaye de sauver les apparences à tout prix, c'est important. On a envie de se cacher, de disparaître quand on est honteux. Il y a souvent une grande ambition, un besoin de reconnaissance, un besoin de réussite. Et des fois, on peut avoir une honte par rapport à d'où on vient. Quand on a vécu dans une grande pauvreté, évidemment, on peut avoir envie de gagner beaucoup d'argent pour s'éloigner de la pauvreté et sauver les apparences. Il y a une sorte de repli sur soi. Et c'est toujours difficile d'en parler. De toute façon, les émotions, ce qui est vraiment libératoire, c'est vraiment d'en parler. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est joué dans l'inconscient familial et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre et avoir de l'empathie pour nos ancêtres, parce que peu importe les décisions qu'ils ont prises, ils ont fait comme ils ont pu. Nous aussi, on prend des décisions tous les jours, on fait comme on peut. Et des fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qui partent avec eux, et donc l'idée, c'est pas de les juger, c'est plutôt d'essayer de remettre de l'huile dans les rouages, ou du miel, des fois même. Donc, une fois qu'on a identifié un peu les endroits difficiles avec les traumatismes, avec les liens que vous pouvez avoir avec vos ancêtres, une fois qu'on a l'inconscient familial nous a donné des indices, on va prendre conscience que, voilà, par exemple, je ne sais pas, peut-être une femme, on dit ouais, elle n'est pas une bonne mère, elle n'est pas très aimante, etc. Mais si on s'aperçoit que finalement elle a perdu sa mère quand elle avait 3 ans et qu'elle ne sait pas ce que c'est être une mère, eh ben, ça va être plus facile d'avoir de l'empathie pour elle, d'essayer de comprendre. Ça va nous permettre de changer notre regard sur l'histoire, sur le vécu familial. Ça va, en faisant un rituel, on va poser un acte. Alors un rituel, ça peut être planter un arbre, écrire une lettre. Ça peut être graver un nom sur une pierre tombale. Ça peut être retourner dans le village de ses ancêtres. Il y a quelqu'un qui faisait beaucoup de rituels, c'était Alexandro Jodorowsky. Lui, par exemple, quand il voulait parler, il n'arrivait pas à parler avec les gens, il écrivait une lettre, il brûlait la lettre, il faisait un gâteau avec les cendres et il invitait les gens à manger le gâteau. Donc moi, j'en suis pas encore là, mais
c'est important de laisser les émotions s'exprimer, de voir un peu qu'est-ce qui s'est mal passé. Quand on redonne une place à un ancêtre, c'est-à-dire qu'on parle de lui, même s'il a fait des choses qu'on n'a pas tellement appréciées, qui ont eu un impact, on peut quand même essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il est parti, pourquoi ça a été difficile. Ça a été difficile peut-être pour lui ou peut-être de rester avec sa famille. C'est vraiment important d'essayer de comprendre. Et redonner une place, ça peut être mettre une bougie avec un nom, un prénom, ça peut être juste penser à quelqu'un, essayer de retrouver une photo, parler de cette personne avec les gens qui l'ont connue, aller sur sa tombe. Et ça permet, c'est un peu les bienfaits de la psychogénéalogie, ça permet de retrouver un ancrage, de savoir d'où on vient. Il y a aussi, comme disait Cindy tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on a de bien. Il n'y a pas que des choses négatives dans notre famille, heureusement. On a aussi une appartenance, on a aussi des choses dont on est fier. Alors je vous invite à réfléchir à ce dont vous êtes fier dans votre famille. Moi, je sais que mon père était très normand, ma mère était très méditerranéenne, donc j'ai eu la chance d'avoir les deux terroirs, aussi bien la crème fraîche que le basilic, la tarte aux pommes. Ouais, elle aimait bien le soleil, la Méditerranée, tout ça. Et moi, en fait, j'ai un peu les deux. J'aime bien aller au frais en Normandie, mais j'aime bien aussi le soleil toulousain. Et ce terroir-là, pour moi, c'est une richesse. Et on a tous des richesses dans notre famille. Alors on peut bien sûr aller travailler sur là, mais on peut aussi prendre conscience de ce qu'on a envie de garder, parce que c'est important de là où on vient. Et quand on travaille en psychogénéalogie, ça nous donne un ancrage, ça nous donne aussi une direction, parce que plus on sait d'où on vient, plus on peut aller vers là où on a envie d'aller. Garder ce qui est important pour nous, lâcher ce qui nous encombre, pour aussi donner au monde le meilleur de nous-mêmes. C'est l'idée en tout cas. C'est l'idée que moi je préconise. Voilà ce que j'avais envie de dire, voilà ce que nous avions envie de dire. Et je trouve intéressant de travailler avec Cindy parce que moi, quand je vois des émotions dans l'arbre, je sais que si les gens vont voir Cindy, ça va aller beaucoup plus vite parce que elle va travailler sur le corps et elle peut travailler aussi vraiment très loin, c'est-à-dire travailler aussi sur le bébé qui a manqué de sa maman en couveuse, par exemple, ou travailler sur un trauma particulier. Et je vois bien que quand on travaille toutes les deux, il y a à la fois une compréhension, il y a à la fois quelque chose qui se pose dans l'âme, mais il y a aussi quelque chose qui se pose dans le corps. Et c'est pour ça que moi, j'avais à cœur qu'on travaille toutes les deux et qu'on l'explique. Merci. Merci.